va avoir ensuite la fécondation in vitro qui va se réaliser, donc c'est-à-dire une possibilité de conception loin du rapport sexuel classique, donc une séparation de la sexualité et de la reproduction, et on va voir que cela va nous amener à un certain nombre de développements. Alors, je passe un peu sur tous les efforts et les travaux qui ont été faits sur le plan physiologique, mais il est sûr que pour stimuler cette ovulation, il y a un certain nombre de médecins et de chercheurs qui ont mis au point donc des produits qui ne sont pas délétères, sauf s'ils sont utilisés à une trop grosse dose, et qui peuvent entraîner parfois des complications lorsque, par exemple, on produit trop d'ovules, on peut faire ce qu'on appelle une hyperstimulation. Voyons un petit peu l'histoire. L'histoire de cette fécondation in vitro, c'est que 78, c'est la naissance de Louise Brown, 82, c'est Amandine en France, quatrième dans le rang international, on va dire, du Guinness des records. Et ensuite, on a le don d'ovocytes. Alors ça, déjà, c'est encore autre chose. On est en 83, ça se passe en Australie. C'est Alex Lepata, celui qui pilote, et qui se dit, après tout, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un ovocyte d'une autre femme, le féconder avec le sperme du conjoint, et le remettre dans l'utérus. Alors, c'était audacieux à plus d'un titre. D'abord parce que le phénomène même de la grossesse est déjà assez intéressant. Pourquoi est-ce qu'une femme ne rejette pas le fœtus, alors que, immunologiquement parlant, c'est un corps étranger, puisque l'homme est étranger sur le plan tissulaire, sur le plan des groupes tissulaires, et que toute étrangeté comme ça est rejetée normalement par l'organisme. Mais là, il y a une tolérance qui permet, donc à la plupart du temps, sauf lorsqu'il y a des maladies abortives, des couches à répétition, il y a donc cette acceptation particulière. Et là, lorsqu'il y a d'une part un ovocyte, d'autre part un spermatozoïde, donc un embryon totalement distinct de l'organisme qui le reçoit, eh bien, il n'y a pas de phénomène de rejet. L'année suivante, on est toujours en Australie, mais avec une autre équipe, qui est celle d'Alan Trunson, on va appliquer à l'humain ce qui est appliqué déjà chez l'animal, c'est-à-dire la congélation. Et là aussi, c'est quand même un phénomène très surprenant. C'est que si vous prenez un embryon humain et que vous le mettez dans l'azote liquide, eh bien 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans après, quand vous le ressortez, il est capable de reprendre son activité et de donner lieu à la naissance d'un être vivant. Alors on connaissait déjà cette situation avec les spermatozoïdes, qui, comme vous le savez, sont des organismes très petits mais qui bougent beaucoup, et on peut les congeler, ça on le sait depuis 1950, et là aussi attendre plusieurs années pour que cette reprise d'activité se fasse sans trop de pertes. Donc déjà, deux notions différentes, parce que le fond de la question, c'est finalement, mais pourquoi est-ce qu'on fait des fécondations in vitro? Alors pourquoi est-ce qu'on a fait des fécondations in vitro? Parce que pour qu'il y ait un enfant, il faut d'une part qu'il y ait des ovocytes, d'autre part qu'il y ait des spermatozoïdes, et troisièmement qu'ils se rencontrent. Le lieu de la rencontre passe par les trompes féminines et se situe dans l'utérus. Or, on assiste dans cette période post-68 à une libération des mœurs. Beaucoup de rapports sexuels sont réalisés chez nos jeunes, ne sont pas protégés, et ça aboutit à des infections. D'ailleurs, à l'époque, quand j'étais interne, bien, on voyait arriver constamment des femmes qui faisaient ce qu'on appelle des salpingites, c'est-à-dire des inflammations des trompes, dues à ces rapports sexuels non protégés et une hygiène qui pouvait être mise en question. Donc le traitement était plutôt d'essayer de réparer ces trompes, mais ça ne marchait pas. D'où l'idée de faire, pour ces femmes qui ont les trompes bouchées ou des trompes très altérées, de faire la rencontre à l'extérieur, puis de le remettre dans l'utérus, de bypasser, court-circuiter en un mot, de court-circuiter les trompes. Mais on voit bien que déjà avec le don, on ouvre une porte différente. Là, c'est plus les trompes qui sont malades, c'est les ovaires. Lorsqu'une femme a des ovaires, bien que jeune, elle a des ovaires qui ne fonctionnent pas. On a des phénomènes de ménopause précoce, par exemple, qui surviennent à l'âge de 30 ans. On peut effectivement faire une fécondation in vitro avec un autre ovocyte et remettre dans l'utérus, elle va pouvoir porter cet enfant. Donc, on élargit. Et puis, on commence à comprendre qu'avec la congélation, on va aussi peut-être pouvoir étaler
la réponse à la demande des femmes d'avoir non pas un enfant, mais une famille, en mettant donc plusieurs embryons consécutifs. Et les hommes, me direz-vous. Effectivement, les hommes aussi sont porteurs d'infertilité. On le disait moins bien au tout début parce que on confondait souvent la virilité et la stérilité. Donc un homme peut avoir des rapports sexuels tout à fait normaux, mais ne pas produire suffisamment de spermatozoïdes. Ce sont deux choses différentes. Et donc on s'est rendu compte que lorsqu'un homme produisait très peu de spermatozoïdes, on pouvait en prendre un, par exemple, et puis l'injecter, le mettre dans l'ovule. Vous voyez ici, on a un ovule féminin, bien sûr. On a ici une pipette qui pénètre à l'intérieur, et ici un spermatozoïde qu'on a prélevé au niveau des testicules, des glandes testiculaires, mais qu'on va déposer. On va donc faire une fécondation assistée en introduisant directement le spermatozoïde. Et finalement, ça marche, au point que donc on a pu ouvrir les indications non seulement aux problèmes tubaires, aux problèmes ovariens, mais aussi aux problèmes masculins. Et puis, on se rend compte que, comme je vous le disais tout à l'heure, voici un embryon humain. Donc, vous voyez, quand on parle de l'embryon humain de 3 à 5 jours, c'est pas un petit bonhomme, une petite poupée, c'est une masse de cellules qui n'est pas absolument palpitante, si ce n'est l'idée, bien sûr, que l'on s'en fait. Donc ça, c'est un embryon qui avec ce qu'on appelle des blastomères, et dans chaque blastomère, il y a un noyau, et donc on peut, en le fixant par cette pipette, on peut aspirer avec une pipette aspirante, donc une ou deux cellules que vous voyez ici, et vous voyez ici, chacune a un noyau, et on peut donc analyser ces noyaux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut donc ainsi connaître, en analysant ces noyaux, la génétique, en tous les cas, et donc une partie de ce que sera l'individu qui, si cet embryon restant se développe correctement, s'il est remis en milieu terrain, qu'il se développe. Donc, d'un seul coup, autre ouverture, qui est celle des maladies génétiques. En effet, il y a certaines maladies génétiques qui frappent des familles, par surprise ou connues déjà historiquement, et ils prennent un risque selon la maladie, ça se calcule en pourcentage, parce qu'il y a des maladies qu'on appelle récessives, d'autres qui sont dominantes, donc ça peut être de 25 à 50% des embryons vont être atteints de cette maladie. Et donc dans les cas où on connaît ce risque-là, on peut proposer, pour essayer d'éviter de jouer à la loterie, cette fécondation in vitro avec un DPI, un diagnostic préimplantatoire, qui consiste donc à prélever une ou deux cellules et à pouvoir analyser. Et ensuite, en fonction, chaque embryon ayant été analysé de cette façon, on va remettre dans l'utérus que les embryons qui ne sont pas susceptibles d'être atteints de la maladie, bien entendu. Parfois, certains qui sont porteurs de la maladie, mais qui ne vont pas la développer en tous les cas. Alors, on a cherché, cette génétique vient à la rencontre de cette biologie, d'une part en analysant ce qu'on appelle le premier globule polaire ici, surtout les cellules que je vous ai montrées, les blastomères, et puis plus récemment, ça c'est un embryon qui est au 5e, 6e jour, vous voyez, c'est une masse déjà plus importante, et donc on peut prélever plusieurs cellules et analyser, si on sait, le cultiver jusqu'à ce terme-là. Donc avec toutes ces ouvertures, on va dire, ces possibilités, on se rend compte que, oui, est-ce qu'on est en train de pouvoir créer un petit individu, et donc est-ce que les médecins ou la société devient faustienne au point de recréer donc un individu. Alors, les développements qui sont importants, je passe un peu rapidement parce que c'est peut-être pas le sujet intégral, mais c'est le développement de la génétique aujourd'hui est très important, au point qu'on arrive à faire vous vous rendez compte, de faire des diagnostics aussi précis sur un nombre de maladies qui quasiment chaque mois s'est agrandi, les thalassémies, aux drépanocytoses, je dirais aux maladies neuromusculaires, et ici nous sommes bien placés pour savoir qu'il y a un certain nombre de maladies d'origine génétique, et qu'on peut donc diagnostiquer ces dégénérescences, enfin ce risque de dégénérescence, et ne pas remettre un embryon qui risquerait, par les antécédents et la vie génétique, d'être porteur. Alors voilà donc un embryon humain, ce qu'on appelle un blastocyste, au 5e jour de culture in vitro. Vous voyez que ici, c'est le futur embryon, cette masse. Là, c'est du liquide.
Et là, tout autour, il y a des cellules qui tapissent cet embryon, et ces cellules vont donner le futur placenta en particulier. Ici, c'est l'embryon, et dans cette masse cellulaire, vous avez ce qu'on appelle les cellules souches, dont on va reparler un peu plus tard, et qui vont donner toutes les cellules de l'organisme, c'est-à-dire de la peau, aux yeux, aux muscles, aux os. Donc, ça part de ces cellules souches, mais avec des orientations différentes, et on peut les recréer, certaines en tous les cas, dans un milieu in vitro. Donc nous sommes là avec une possibilité donc, de mieux comprendre aussi bien le développement de l'œuf, aussi bien le dialogue entre l'œuf et l'utérus, parce qu'il ne s'agit pas que d'avoir des embryons de bonne qualité, on va dire qualité, on va dire potentialité, bien sûr, mais il faut encore que l'utérus soit prêt à le recevoir, et donc à faire que ce dialogue, qui est très compliqué, qu'on ne connaît pas encore très bien dans le mécanisme, vous voyez qu'il sort de sa coquille, qui était là tout à l'heure, que vous avez vu, vers le 6e, 7e jour, il va donc ouvrir et sortir pour venir s'implanter dans l'utérus, et on va avoir donc le signal de la grossesse, c'est l'annonce que je vous montrais tout à l'heure, simplement par un taux d'HCG d'une hormone qui est sécrétée du fait de cette connexion entre le corps maternel et l'embryon que vous voyez représenté ici, donc perdu dans la mer non pas de glace, mais dans la mer de l'utérus. Alors, un certain nombre de questions se posent, parce qu'on va voir que des développements médicaux, biologiques, génétiques, se confrontent avec des questions de société qui n'ont plus rien à voir avec les phénomènes médicaux, mais qui sont à voir avec des desiderata qui s'affirment aujourd'hui. Alors, question, c'est que, voilà un exemple qui va montrer qu'on est un peu entre deux. Une femme de 45 ans qui souhaite avoir un enfant, c'est devenu quelque chose de très fréquent aujourd'hui. Et le problème, c'est que ces ovaires ne fonctionnent pas bien, parce qu'ils sont impactés par l'âge. Ça, c'est la leçon que tout le monde doit retenir. C'est qu'il ne faut pas trop attendre pour concevoir naturellement, parce que les ovaires ne fonctionnent pas correctement en fonction de l'âge. Donc à 45 ans, une femme va avoir 1 à 2% de chance d'avoir un enfant. Et au point que si elle demande une aide médicale à la procréation, va-t-on considérer que c'est une demande médicale, ou est-ce que c'est une demande sociétale? Parce que, bien sûr, qu'une femme de 48 ans ou de 50 ans sera infertile, mais ce n'est pas une raison médicale, c'est une raison de l'évolution physiologique. Donc, va-t-on quand même la prendre en charge, ou ne va-t-on pas la prendre en charge? Donc, ces questions, en voici quelques-unes qui sont ici. D'une part, est-ce qu'une femme seule pourrait bénéficier d'un don de sperme, puisque le don de sperme existe en France, en particulier depuis 1970, mis au point dans les sécos par Georges David. Et est-ce que donc une femme seule qui a le droit d'élever un enfant adopté, par exemple, donc c'est pas la relation femme seule, un enfant qui poserait problème, mais c'est le fait d'avoir un recours au don. Et dans ce cas-là, le don est-il gratuit et anonyme, comme c'est le cas depuis que le don a été créé en France, à la différence de beaucoup de pays qui nous entourent? Est-ce qu'un couple homosexuel peut avoir une légitimité à un enfant, mais si c'est un couple homosexuel féminin, on retombe un peu sur ce cas de figure. Si c'est un cas où c'est masculin, on se retrouve avec les mères porteuses, donc on en discutera tout à l'heure. Et puis, dans la congélation, je vous ai parlé en 1970 de la congélation du sperme, dans les années 83-84 des embryons, et puis on est venu à la congélation ovocytaire. On a su la réaliser dans les années 2000 par la technique qu'on appelle vitrification. Et donc se pose la question, est-ce qu'on peut congeler des ovocytes? Est-ce qu'une femme de 35 ans qui n'a pas de conjoint et qui a un autre projet de vie pour les 3-4 ans qui viennent, mais qui sait qu'à la fin de ce projet de vie, elle sera moins fertile qu'elle ne l'est maintenant, est-ce qu'elle peut congeler des ovocytes ou pas, pour les utiliser un peu plus tard?
Donc, vous voyez, on a ainsi un nombre incalculable de situations, particulièrement l'insémination post-mortem. Lorsqu'un couple était en fécondation in vitro, il y a un accident, le mari décède, est-ce que la femme peut être implantée des embryons qu'ils ont conçus ensemble dans un projet de désir parental? En France, c'est interdit, dans d'autres pays, ça ne l'est pas. Enfin, le clonage humain, je vous ai parlé des cellules souches, on va y revenir tout à l'heure. Tout ça pour vous montrer donc le champ du possible. Alors, première notion capitale, c'est que la société change. La société change. Quand je faisais mes études, les grossesses tardives, toutes les publications sur les grossesses tardives, c'était des femmes de 35 ans. Et puis, c'est devenu les femmes de 40 ans. Aujourd'hui, c'est les femmes de 45 ans, voire 45 ans et plus. Donc, il y a un désir d'enfant, peut-être par l'offre qui peut être faite, mais en tous les cas, et puis les people qui montrent que n'importe quelle actrice célèbre est enceinte à 48 ans de jumeaux. Donc, il y a une espèce de facilité, de croire qu'il y a une facilité, en tous les cas, à concevoir, quel que soit l'âge. Et l'âge est vraiment un phénomène, là, il y a une disparité entre hommes et femmes, parce qu'autant l'homme n'est pas impacté par l'âge, autant la femme l'est très sérieusement, et peut-être que dans la vie qu'on mène actuellement dans nos pays, on a en plus une atteinte de la fertilité, peut-être due à l'environnement, sans doute due au mode de vie, au stress, à l'alimentation, au tabac et autres produits toxiques. En tous les cas, on constate véritablement qu'il y a une atteinte à la fertilité en fonction de l'âge et du mode de vie. Donc, on est un peu confronté à cela. Et il y a d'autres avancées, en particulier, vous voyez ici, dans ce dessin, hop, excusez-moi, je vais revenir. Vous voyez ici, dans ce dessin, on est à l'intérieur du ventre, et ici, c'est un ovaire qui est ouvert, parce qu'on va prélever des fragments ovariens pour les garder soigneusement au froid, puis ensuite, on va les réimplanter dans l'ovaire quelques années plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que cette femme on a découvert un cancer qui devait être traité, mais le traitement par radiothérapie en particulier ou par chimiothérapie atteint les ovaires. Donc on va cryopréserver pour justement préserver sa fertilité et lui rendre sa fertilité ultérieure en lui remettant les fragments ovariens, en faisant une greffe, une autogreffe d'ovaire, en un mot, le temps du traitement pour la mettre à l'abri. Alors, la congélation d'ovocytes, donc je vous ai dit que c'était aussi une découverte qui se faisait de plus en plus en pratique maintenant, mais qu'elle date de 99 pour la première naissance et 2005 surtout pour les techniques de vitrification. Et donc, on a cette question qui est posée, qu'on retrouve dans tous les journaux féminins et autres, et même au Comité national d'éthique. Est-ce qu'une femme de 35 ans, par exemple, peut congeler ses ovocytes? En France, elle ne peut pas. Voilà. Si je fais une ordonnance pour un homme qui vient me voir parce qu'il va partir à l'armée, donc on ne sait pas très bien son retour, et qui voudrait, s'il est blessé, il voudrait congeler du sperme, par exemple, ou même sans autre explication, si je fais une ordonnance, il peut aller dans un laboratoire et qu'il va pouvoir congeler le sperme. Si une femme fait cette demande, on ne peut pas, aucun laboratoire en France, en tous les cas, ne l'acceptera pour congeler le sperme. Sauf si elle a un cancer, c'était l'image précédente, sauf si elle accepte de donner une partie de ses ovocytes. Donc vous voyez, on est dans une situation en France où de décider, décidément, de décider le temps de sa volonté d'être mère, n'est pas autorisé à ce point de conserver des ovules pour un peu plus tard. Bien sûr, on pourra en discuter, peut-être vous aurez des questions à poser, ça pose un certain nombre de problèmes, bien entendu, et en particulier, vous savez que Google et d'autres entreprises ont dit que valait mieux que les femmes congèlent leurs ovocytes, on va les aider pour ça, parce qu'elles sont plus opérationnelles quand elles sont jeunes, donc une espèce d'exploitation programmée. On peut en discuter parce qu'une femme de 40 ans est peut-être encore plus opérationnelle qu'une femme de 30 ans dans son domaine, j'entends. Donc je ne crois pas que ce soit un argument sérieux, mais voilà, peut-être faudra-t-il en discuter entre nous. Alors, tout ça pour dire que, comme j'ai commencé, pour vous informer que, ce que vous savez bien sûr,
cette dissociation de la maternité qui se trouve donc dans plusieurs possibles, et en particulier le cas des mères porteuses, qui personnellement me pose un problème éthique majeur, parce que je trouve que une femme qui est mère porteuse à ce moment-là, dans la majorité des cas, mais là aussi on pourra en discuter, c'est une commercialisation de son corps, c'est un risque important d'aliénation, parce que c'est pas si simple de quitter un enfant qu'on a porté pendant 9 mois. Donc je suis personnellement opposé au principe même des mères porteuses, où que ce soit dans le monde. Alors, par contre, il y a des choses qui sont intéressantes sur le plan de l'idée, c'est l'utérus artificiel. Est-ce qu'un jour on mettra des embryons dans des utérus artificiels? Déjà, vous le savez, des nouveau-nés de 22-23 semaines peuvent être maintenus en vie. Disons que c'est l'objet de science-fiction et d'un livre que je vous conseille de lire d'Henri Atlan, qui est l'utérus artificiel, mais je ne crois pas que ce soit quelque chose d'envisageable réellement, ni même de souhaitable. Alors, quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, c'est la greffe d'utérus. Vous ne connaissez pas la greffe cardiaque en 67, hein, ça c'est sûr, et ça fait un choc dans les sociétés. Maintenant, même ici, il y a donc un des centres, à la Pitié, mais il y en a beaucoup d'autres, de centres de greffe cardiaque. Est-ce qu'il en sera de même pour les greffes d'utérus? La greffe d'utérus est donc quelque chose qui pourrait être fait à partir d'une donneuse, que celle-ci soit vivante ou décédée, comme les autres organes. Enfin, pour les vivantes, pas forcément les autres organes, bien sûr, parce qu'il faut que la personne reste vivante, mais l'utérus n'est pas un organe vital. Et donc, ça a été proposé en particulier dans l'équipe de Gothenburg, de Göteborg, en Suède, et en fait sur 10 couples donneuses receveuses, dont la plupart étaient les mères des filles qui n'avaient pas d'utérus, parce qu'il y a une maladie qu'on appelle la maladie de Rokitansky, qui fait que à peu près 1 sur 6000 bébés féminins va naître avec une anomalie utérine. Et donc c'est la découverte qui peut être tardive, d'ailleurs, de cette histoire, peut être résolue, entre guillemets, par la greffe utérine. Je dis entre guillemets parce qu'on est quand même qu'au début. Mais sur 10 cas, il y a eu 2 échecs de greffe, mais par contre, sur les 8 femmes qui ont eu leur greffe fonctionnelle, il y a actuellement 8 enfants qui sont nés et un autre qui est en cours, donc 9 grossesses, donc c'est du 100% par rapport à cette situation de ces femmes, avec 2 échecs quand même. Voilà, donc il y a maintenant 25 équipes dans le monde, donc 2 en France, qui engagent un travail sur ce thème-là, de la greffe d'utérus. Donc vous voyez qu'on est dans des choses qui bougent. Alors, les gamètes artificielles, autre cauchemar peut-être pour vous, c'est le fait que on peut, à partir des cellules souches, dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisqu'elles fabriquent tous les cellules de l'organisme, elles vont aussi fabriquer les spermatozoïdes et les ovules. Donc finalement, à partir de ces cellules souches, si on les mettait sur un tapis cellulaire qu'on sait les cultiver, on pourrait et on peut obtenir des néospermatozoïdes plus facilement que des néo-ovules, mais ça viendra. Et vous voyez dans ce travail qui a été publié en 2011, il y a déjà des descendances qui sont chez les animaux, qui ont été pratiquées à partir de artificiels gamètes, c'est-à-dire des néospermatozoïdes. Donc voilà, on est devant des possibles, vous voyez, on touche un peu à la science-fiction, des spermatozoïdes anonymes formés à partir de tapis cellulaires sur des centres de reproduction, des ovules de l'autre côté, et des utérus artificiels pour développer tout cela. Donc je pense que si Aldous Huxley pourrait reprendre un chapitre dans son livre déjà assez extraordinaire, bien entendu. Alors, un petit mot sur le clonage, pour que nous comprenions bien ce dont il s'agit. Eh bien, voici un ovule. Voici un ovule qui avait 23 chromosomes, c'est un ovule féminin, bien sûr, et on enlève son noyau. On enlève ce noyau et on remet un noyau d'un adulte qui est donc déjà constitué, noyau qui provient d'une cellule de la peau, par exemple. Donc vous voyez, il y a 2 chromosomes, ici il n'y en avait qu'un, et on les met à l'intérieur. Donc on recrée ici
un embryon de 46 chromosomes. Que voilà. À partir de ce moment-là, nous avons un développement possible au stade de blastocyste, l'image que vous avez vue tout à l'heure. S'il est transféré dans un utérus, il pourrait donner lieu à la naissance d'un bébé. S'il est mis dans le laboratoire, il peut donner des lignées cellulaires qui peuvent être utilisées dans certaines maladies. On pense d'ailleurs à la possibilité d'utiliser des cellules souches dans certaines maladies neuromusculaires, aussi dans les maladies oculaires, dans les pathologies cardiaques. Enfin, il y a tout un champ qui s'ouvre, en tous les cas d'essais et d'essais de compréhension à partir de cellules souches en fonction de l'organe atteint. Mais n'oubliez pas qu'il y a une possibilité, et donc si on remettait ce néo-embryon dans l'utérus, il y aurait une possibilité, comme pour le clonage, d'un développement qui aboutirait. Alors, est-ce que être humain d'une part, ou bien stock d'organes d'autre part? Vous voyez que la question c'est est-ce qu'on va avoir des humains identiques et que l'on voudrait donc s'auto-reproduire? Est-ce que c'est ça qui est à l'ordre du jour, avec en plus la possibilité d'augmenter les capacités de l'homme? Vous savez, ce qu'on parle de l'homme augmenté, qu'elle soit physique ou psychique, il y a beaucoup aussi de réflexions plus ou moins sérieuses d'ailleurs sur ce thème-là, on pourra aussi en parler. Alors oui, il y a des hommes ou des personnes humaines qui ont l'apparence d'hommes mais qui ont gardé un utérus parce qu'elles se sont transformées progressivement avec l'aide hormonale, comme ça peut arriver dans les transsexuels, et donc qui peuvent accoucher d'un enfant. Ce sont en apparence des hommes, mais en pratique une constitution féminine qui est transformée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette image, je l'ai prise parce que c'est comme si on voulait déjà connaître tout ce qui va se passer. Et tout ce qui va se passer, vous savez, peut-être vous avez vu le film Bienvenue à Gattaca, qui est le film au moment donné où il y a la naissance de l'enfant. À peine la femme a expulsé l'enfant que celui-ci est prélevé. Il est mis 1 minute après sur son ventre. Et on lui dit, ben voilà, c'est un garçon qui fera un diabète à 12 ans et qui aura une complication cardiaque à 43 ans, etc., etc. Enfin, tout est programmé. Et c'est vrai que cette volonté de programmer les choses aboutit peut-être, en tous les cas, aboutit à un certain nombre de réflexions que nous aurons sans doute l'occasion de débattre. Je reprends ma phase du début. Est-ce que cela est souhaitable? Et finalement, personnellement, en tous les cas, j'essaye premièrement de distinguer ce qui est médical de ce qui est sociétal, ce qui ne veut pas dire que ce qui est une demande sociétale est forcément à ne pas prendre en compte. La deuxième ligne rouge, c'est de savoir ce qui est proposé, ce qui pourrait être fait. Est-ce que cela est délétère à quelqu'un d'autre? L'enfant, par exemple, de vouloir programmer un enfant avec certaines caractéristiques que l'on pourrait être amené à effectuer. Est-ce que c'est correct sur le plan éthique? Est-ce que la commercialisation du corps ou l'aliénation de l'autre, c'est-à-dire l'utilisation d'une autre personne à ses propres fins, aussi élevée soit-elle, est-ce que c'est tolérable? Personnellement, je ne le pense pas. Donc ça donne, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui est proposé ou de possible, moi, ça me renvoie toujours à ce genre de questions. Quoi qu'il en soit, je dirais que toutes ces années de travail sur la fécondation in vitro avec des équipes, parce que c'est un travail d'équipe, bien entendu, aussi bien des médecins, des biologistes, des généticiens, des psychologues, je dirais, il y a un certain nombre de parents qui ont eu la chance d'avoir les enfants qu'ils souhaitaient. On n'est pas sûr que parfois ça n'a pas pu arriver spontanément, mais à un moment donné, il y a une certaine lassitude, une certaine demande, et on essaie de faire un peu en charge d'une technique médicale qui reste lourde, qui reste quand même un chemin de croix pour les couples. Et je dirais que, voilà, vivre avec un enfant, c'est sûrement formidable, mais il ne faut pas non plus complètement bousiller sa vie lorsque tous les facteurs sont au rouge et que la probabilité devient trop faible. Donc il y a du raisonnement, de l'accueil, de l'accompagnement autour de ces demandes, mais quoi qu'il en soit, la société, vous le voyez, d'une part, sans la fécondation in vitro, elle est en mouvement,
Elle remet en question un certain nombre de familles, de notions de famille classiques, recomposées ou encore différentes. Et elle invite bien entendu à une réflexion dans laquelle participent les médecins, les biologistes et autres, et sur laquelle je vous invite à me poser ou à discuter et d'exprimer en tous les cas vos questions. Je vous remercie de votre attention.